Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé ? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie ? Comment a-t-il fait preuve de résilience ? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever ? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir Lucie. Lucie, merci à toi. Je sais que ça va être un épisode qui va être riche émotionnellement, riche en partage aussi de par ton histoire. Mais avant d'aller plus loin et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais déjà te remercier pour ta confiance, pour ton temps et je te laisse te présenter de la manière dont tu en as envie. Ok, merci beaucoup Charlène. Donc moi je suis Lucie, j'ai 42 ans, 3 enfants, j'habite près de Nantes. Et voilà, j'ai une nouvelle vie là depuis à peu près 1 an ou 4 ans. 1 an ou 4 ans, on va peut-être commencer par les 1 an. Je pense que les 4 ans auront du sens aussi par la suite dans ton témoignage. Ils feront écho ces 4 ans notamment au Covid où il y a déjà eu plusieurs événements, des choses, des avancées aussi sur ton chemin. Mais le gros événement qui a eu un impact considérable et qui fait écho à cette notion de deuil, c'est ce qui t'est arrivé en début d'année 2023 lors d'un voyage au Gabon. Est-ce que tu veux nous emmener avec toi dans cette histoire qui est la tienne en fait tout simplement et nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et en quoi ça a changé ta vie? Ouais. En fait, je suis séparée du père des enfants et quelques temps après la séparation, j'avais un nouveau conjoint qui était gabonais, qui est en France. Et puis, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Et donc, l'idée, c'était d'aller au Gabon pour voir son pays, rencontrer sa famille, et voilà, voir dans quel environnement il avait grandi. Et donc, on décide de faire ce voyage tout le mois de février 2023. Donc, on passe tout le mois de février 2023 là-bas. Et puis, en revenant, donc 1 semaine après notre retour en France, je commence à faire un malaise, puis 2 malaises. Donc, ça ressemblait à un malaise vagal, en fait. Juste, voilà, les bourdonnements dans les oreilles, perte de connaissance. Et puis, on se réveille quasiment juste après, un peu blanc. Mais voilà, c'est rien qui m'inquiétait, en tout cas, sur le moment. Après, au bout du 2e malaise et puis la fatigue persistant, je voyais que les Doliprane ne suffisaient pas. Je me sentais vraiment pas bien, quoi. État grippal, vraiment pas bien. Et donc mon conjoint m'emmène chez le médecin. Et là, il y a une suspicion de palu parce que voilà, quand on dit au médecin que vous revenez d'Afrique, forcément il y a ce doute. Et puis on arrive aux urgences et là, voilà, le diagnostic est assez rapide à poser. Je monte. En fait, au début, je comprends pas vraiment parce que quand on fait les tests, les prises de sang, en fait, on me dit rien du tout. Donc je vois bien que les internes essaient de me prélever du sang, ils y arrivent pas. Je pense que la tension est très basse parce qu'elle est à 6, donc c'est très limite. Et puis je suis à 42 de fièvre, donc moi je suis dans un état assez second. À ce moment-là, j'ai déjà très froid aux pieds, mais je comprends pas pourquoi. J'ai compris après. Et donc on me dit on va vous monter en réanimation, madame. Je me dis mais attends. La réanimation, quoi, c'est quand même ça va. Ils abusent, quoi. C'est pas si grave, c'est pas possible parce que je me sens pas en train de mourir non plus. Et je monte en réanimation et là on me dit, on me branche partout en fait, on me met tout. Et comme moi j'ai eu un premier accouchement, ma grande fille est née grande préma, je connais la réanimation, je sais ce que c'est. Et donc ces branchements-là, c'est bizarre quand même, c'est pas bon. Et donc j'appelle une interne, je dis mais excusez-moi, est-ce que c'est grave ? Et elle me dit oui c'est grave. Je dis oui mais d'accord, mais je veux dire c'est grave comment ? Je veux dire est-ce que je vais mourir ? Et limite ma question elle est drôle, tu vois, en fait je prends pas du tout au sérieux ce qui se passe. Et elle me dit écoutez, c'est un paludisme sévère. Donc vos reins ont été touchés, votre foie est touché, les poumons vont être touchés très prochainement parce qu'en fait ça monte. Et si on n'arrive pas à atteindre la progression du parasite avant qu'il n'atteigne le cerveau, c'est la mort.
Et ça, ce sont ses termes. Hein. C'est la mort, c'est vraiment comme ça qu'elle a fini sa phrase. Mais moi, je comprends pas. En fait, j'entends, je comprends l'idée, mais il y a comme je pense, une protection, un espèce de système, un espèce de déni quelque part à ce moment-là, un déni qui s'est reproduit plusieurs fois après dans mon parcours avec toutes les annonces cataclysmiques que j'ai dû digérer, puisque finalement cette amputation, enfin ce paludisme, il a conduit à l'amputation de mes 2 pieds et de mes 2 mains il y a 10 mois, voilà, en mai 2023. Donc voilà, si je dis l'événement grosso modo, voilà ce qui s'est passé. Et ça, j'avais vécu des épreuves, mais des épreuves comme celle-là, non, je pense qu'il n'y en a pas 2 dans une vie, quoi. Ouais, bien sûr. Merci pour cette explication et le partage de ton histoire, de ce qui s'est passé. Ce n'est qu'un début. Tu as cité justement ce mot amputation et on va y venir davantage parce qu'il y a eu ce moment de diagnostic, comme tu l'as dit, un paludisme sévère avec les mots qui vont avec et la gravité et tout ce que ça peut justement impliquer. J'ai envie de dire que c'est réellement le début des difficultés, des apprentissages et de tout un chemin de reconstruction et de résilience aussi pour toi. Parce que pour avoir déjà échangé avec toi, je te l'ai déjà dit en plus, hein, mais je trouve que tu as quand même une force de résilience qui est vraiment remarquable et qui mérite aussi d'être remarquée, d'être mise en lumière. Alors justement, est-ce que tu veux nous expliquer comment cette annonce de l'amputation et des amputations, parce que c'était les 2 pieds puis les 2 mains, comme tu l'as dit, tu n'avais pas de réelle prise de conscience malgré les mots, il n'y a pas eu réellement de choc non plus à l'annonce. Comment ça s'est passé? Comment tu as pris ta décision? C'était quoi les pensées que tu as pu avoir à ce moment-là? C'est quoi ton cheminement en fait? En fait, au moment où j'ai appris déjà le diagnostic du paludisme sévère, il y a bien un moment où je me suis... Alors, ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas énormément de souvenirs de cette période. Est-ce que le cerveau se protège? Est-ce que je ne sais pas vraiment, mais je me rappelle être restée 2 jours en réanimation. Enfin, je suis restée 3 semaines en réanimation au total, mais les 2 premiers jours, on essayait de mettre des poches de glace partout sur le corps parce que la fièvre ne baissait pas. Moi, j'avais très 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 mal aux pieds. J'avais très très froid aux pieds. En fait, tu sais, quand tu vas dans une rivière, tu laisses tes pieds ou tu mets tes pieds dans un bac de glaçons pendant 10 minutes. C'est ça que ça fait, quoi. Ça fait hyper mal, en fait. Et je comprenais pas, mais en fait, c'est le sang qui était déjà en train de se retirer de mes pieds et de mes mains pour se concentrer autour des organes vitaux, pour les protéger. Mais ça, je l'ignorais à ce moment-là. Et donc, les 2 premiers jours, je dors pas bien, c'est difficile. J'ai pas vraiment de souvenirs. J'ai juste les souvenirs des messages vocaux que je faisais à mon conjoint où je disais ça va pas en fait. Je sens qu'il y a un truc là, il y a un truc grave quoi. J'avais compris. Et donc, 2 jours après, j'ai juste le souvenir de quelqu'un qui se penche au-dessus de moi. Ma vue est brouillée, c'est pas très clair, comme si j'avais les yeux embués, en fait. Et là, on me dit, on va vous endormir, madame, ce sera mieux. Et là, je sais qu'à ce moment-là, j'ai tout de suite compris, je savais qu'on allait me mettre dans le coma. Je souffrais tellement. À aucun moment, je me suis dit, mais attendez, il faut que je parle à mes enfants au téléphone, il faut que... C'était totalement secondaire. Je veux dire, j'avais complètement oublié que j'avais une famille. J'étais dans un état de souffrance absolument abominable, insupportable. Et je sais que quand il m'a dit ça, même si tout le monde connaît les risques de mise en coma. C'est pas parce qu'on vous met en coma artificiel que forcément vous allez vous réveiller. Donc ça pourrait être angoissant quelque part. Ça n'a pas du tout été angoissant. Je souffrais tellement que c'était une manière d'arrêter le supplice, en fait. Une libération, en fait. C'était vraiment une libération pour toi d'une certaine manière, en tout cas de la douleur. Ouais, c'est ça. Alors, je me rappelle pas de la douleur, du coup, donc je pense qu'en effet, le cerveau choisit, mais je me rappelle de l'émotion que j'avais à ce moment-là. Et donc, on me met dans le coma pendant d'abord, je crois, une dizaine de jours. Donc moi j'ai une expérience dans le coma qui est la mienne que je livre jamais en détail parce que je pense qu'elle appartient à chacun et puis je pense que chacun doit ce qu'il doit voir dans ce genre de truc là. Donc c'est pas je pense pas que ce soit une science je pense pas qu'on puisse entendre quelqu'un qui revient du coma qui vous raconte son truc, je pense pas qu'on puisse derrière dire ah bah oui, c'est ça qui se passe là-bas en fait. Ou de l'autre côté ou je ne sais quoi.
Je pense que chacun doit ce qu'il doit voir. La seule chose, il y a quand même deux choses que je dis souvent par rapport à ça. La première, c'est que le message avec lequel je suis rentrée, en tout cas en ce qui me concerne, à un moment, j'ai vraiment eu j'ai le souvenir d'avoir compris que je pouvais choisir. Choisir de revenir ou de ne pas revenir. Je me rappelle pas avoir choisi de revenir, pour être très sincère avec toi, mais je me rappelle avoir compris que j'avais le choix. Voilà, je me rappelle de ce moment-là. Et au moment où je me suis dit, oh, mais attends, mais est-ce que je pourrais ne pas revenir? Là, il y a la photo de mes enfants qui s'est mise devant moi. Il y a comme une photo qui est arrivée dans le décor, en fait. C'est un décor assez sombre, mais avec plein d'éléments lumineux. Mais il y a quelque chose qui est arrivé devant mes yeux, et c'était la photo de mes 3 enfants. Là, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais ne pas revenir, quoi? J'ai 3 enfants. Et en fait, pas une seconde, parce que il y a eu une espèce de, il y a eu cette idée, il y a eu oui, une idée cette idée que, mais tu sais que tout ce que tu vis, c'est une expérience. Donc en fait, toute la forme de la vie comme tu la connais, elle a l'air dramatique. Les choses ont l'air importantes. On perd son boulot, c'est important. Quelqu'un qui est malade, c'est important. Tu vois, voilà, on est quand même dans nos problèmes, mais en vrai, c'est une expérience. N'oublie pas que c'est une expérience. Et donc ça, je le partage parce que je pense qu'il y a des gens à qui ça parlera pas du tout, mais il y a peut-être des gens à qui ça parlera. Tout à fait. L'important, c'est vraiment de prendre si ça fait écho, ne pas prendre si ça fait pas écho. Exactement. Encore une fois, c'est un partage qui t'est propre, comme tu l'as très bien rappelé. Il n'y a pas de jugement à avoir. Juste si ça peut nourrir vos propres réflexions, et ben le partage, il est là. Il est ouvert, il est à vous, et c'est vraiment le but de ce podcast aussi. Voilà. Et donc la deuxième chose que je dis beaucoup, c'est que on peut entendre les gens dans le coma. Moi, j'ai entendu mon conjoint par 3 fois. Et pour les 2 premières fois où il est intervenu, où je l'ai entendu, je me rappelle de ce qu'il a dit. Donc, je le dis beaucoup parce qu'en fait, alors ça veut pas dire forcément que tous les gens qui vous parlent dans le coma, vous allez les entendre. Moi, il y a plein de gens qui m'ont parlé quand j'étais dans le coma, évidemment. Donc, j'ai entendu mon conjoint. Mais il faut parler aux gens qui sont dans le coma. C'est jamais... les gens sont en vie, en fait. Ils sont pas au même endroit que vous, ils sont pas dans la même dimension que vous, mais ils entendent. Voilà. Et ça, je pense que c'est important de... Enfin, ça, je le rappelle à chaque fois parce qu'il y a toujours ce doute. Et voilà, moi, le doute est levé, plus que levé, quoi. Je l'ai même entendu me jouer de la musique. Donc, j'ai plus de doute sur la question. Bien sûr, puis c'est un partage qui peut être vachement rassurant, je trouve aussi pour les proches, de se dire que on se sent tellement impuissant dans ce genre de situation. Si ça peut être utile, même si on n'en a peut-être pas la réponse, on n'en aura peut-être jamais la réponse, en tout cas pas de certitude, ou peut-être ou non quand la personne se réveille et revient du coma. Mais je pense que c'est jamais inutile. Et puis en soi, rien qu'en tant que proche, ça fait du bien aussi de parler. J'ai même envie de dire de se confier. Alors même si la personne dans le coma de certitude ne peut pas nous répondre, mais en tout cas qu'elle nous entende ou pas, je pense que c'est jamais inutile. Donc merci pour ce partage justement de tes propres apprentissages suite à ce coma. Et du coup vient le réveil avec de nouvelles étapes, de nouvelles épreuves qui se mettent sur ton chemin. Qu'est-ce qu'il en est ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a eu 2 réveils en fait, parce qu'il y a eu 2 comas. Bon, je vais vite là-dessus. On a essayé de me réveiller une première fois, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas été du tout, et donc on m'a remise dans le coma. Donc, le pronostic vital était engagé. Ça a été vraiment une épreuve pour mes proches qui a été terrible. Et même encore aujourd'hui, c'est pas parce que vous revenez à la vie qu'il n'y a pas de séquelles chez eux. Hein. C'est un choc traumatique très très important. Et donc on me réveille. Alors, il faut savoir qu'aussi on m'avait donné un traitement qui est le maximum qu'un être humain peut supporter. Donc là, je vous dis ce qu'on m'a rapporté comme info, parce qu'évidemment, moi, j'ai pas vécu la même chose. On m'avait donné le maximum qu'un humain peut supporter. Donc forcément,
pour vous réveiller, il faut baisser les antalgiques, sinon vous vous réveillez. Il n'y a aucune chance que vous puissiez vous réveiller. Donc quand on baisse les antalgiques, il y a la douleur qui se réveille forcément. Et là, pour le coup, la douleur dans les pieds et dans les mains était insupportable. On m'avait attaché les pieds et les mains au lit pour pas que je devienne folle, quoi, avec la douleur et que j'arrache tout ou que je tombe ou quoi que ce soit. Alors la difficulté, c'était que du coup, au sevrage, quand on réduit les médicaments, il y a une petite période on l'appelle, j'appelle la période de folie, quoi. En fait, j'étais réveillée, mais j'étais pas lucide comme les gens autour de moi. C'est-à-dire que moi, un brouillard, en fait. J'étais ailleurs, en fait. J'ai l'impression d'être sortie. J'ai l'impression d'avoir déambulé dans l'hôpital. J'ai l'impression d'avoir été aux États-Unis. J'ai l'impression d'avoir été dans un centre de pompiers. Et puis ça va. Et puis, mais j'ai aussi expérimenté des rêves réels, des rêves éveillés, en fait, d'expériences scientifiques sur moi, très douloureuses. Et puis d'autres choses encore, des choses très très dures, des choses très très sombres. Et puis après, ça a mis, on va dire, assez longtemps avant que je reprenne mes esprits tout doucement et que je puisse être en capacité de comprendre ce qui venait de m'arriver. Donc j'ai pas compris tout de suite. Je me rappelle un peu de l'annonce qu'on m'a faite, qu'on allait m'amputer des pieds et des mains. Je me rappelle de la sensation. Alors je me rappelle que je comprenais pas bien. J'arrivais pas à situer la gravité, l'échelle de gravité de ce qu'on était en train de me dire. Je savais que c'était quelque chose de grave, mais je ne le ressentais pas, la gravité. C'était assez étrange. Quelque chose me disait, en fait, j'étais déjà au courant. Peut-être que je l'avais déjà entendu, en fait. Quand j'étais inanimée, je pense que peut-être j'avais déjà eu l'info. Donc il n'y a pas eu de choc, en fait. Il n'y a pas eu de choc où ça a été terrible, où je me suis mise à pleurer, à crier partout. Non, il y a pas eu ça, quoi. Il y a pas eu, j'ai pas accusé le coup à aucun moment. Mais c'était... Surtout qu'en plus de ça, on t'a laissé très peu de temps. Après cette annonce, il y avait un côté urgent en termes de vie, de survie, d'amputation aussi. Ouais. Parce que tu me corriges si je dis des bêtises, mais plus on attend, plus on est obligé d'amputer de plus en plus loin et du coup de réduire d'autant plus les membres. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus ? En fait, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que la nécrose, le système immunitaire va fournir aux organes vitaux le sang dont l'organisme a besoin. Donc, ça veut dire qu'on retire des pieds et des mains tout le sang nécessaire. Donc, si tu amputes trop tôt, et si l'organisme a encore besoin de sang, la nécrose va continuer. La nécrose, c'est les membres qui sèchent, en fait. Comme les momies, ça devient tout noir. Ouais, il y a une question de timing tout de même à respecter. Non. Alors, il y a une question de timing malgré tout. C'est-à-dire qu'une fois que la nécrose s'arrête, ça veut dire une fois que le corps estime qu'il n'a plus besoin d'aller aspirer le sang des pieds et des mains, la nécrose s'arrête. Et là, on a du temps, oui et non, parce qu'en fait, dans la nécrose, c'est aussi des plaies. Il y a aussi des plaies sur les membres sont tout noirs, tout durs, deviennent tout noirs, tout durs, mais il y a aussi des plaies. Et ces plaies, si elles s'infectent, on risque la septicémie. Donc en fait, Donc il y a une notion de timing à respecter dans le sens d'une urgence derrière, ce qui fait que tu n'as pas eu beaucoup de temps pour faire ce choix, qui implique, pour refaire écho bien entendu à notre sujet, énormément de deuil. Ce n'est pas juste de perdre tes mains et tes pieds, même si c'est déjà énorme. En plus, au départ, c'était les pieds, puis ensuite, ça a été aussi les mains. Ça s'est fait en 2 fois. Tu n'as pas eu le temps de te projeter et en même temps, il y a tout ce qu'on déconstruit d'un coup associé à cette notion de survie. On n'a pas réellement le temps de réfléchir et je ne sais même pas si on en a envie. Donc, il faut prendre une décision rapidement. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, avant la perte de tes membres, comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu as réussi à te projeter ou non ? Qu'est-ce qui a été peut-être plus difficile ? Est-ce que le déclic a été assez fluide ? Et finalement, comment ça s'est passé pour toi ? En fait, pour 2 semaines après que je sois sortie de réanimation, là, j'ai vu des experts. Et là, on m'a dit, les mains, ça va, les plaies sont belles en quelque sorte. Donc, on n'est pas pressé. Mais les pieds, il y a une plaie qui est vraiment pas belle. Et là, faut pas attendre. Et c'était un mercredi où on m'a dit ça. Et on m'a dit, écoutez, le spécialiste en la matière, il peut vous opérer vendredi, dans 2 jours.
Mais pour qu'il puisse vous opérer vendredi, il faut qu'on ait la confirmation avant 17h ce soir. Et il était 13h30. Donc, en fait, on a eu, avec mon conjoint, on rentre à l'hôpital de Saint-Nazaire, on se dit, en fait, on a 3 heures pour réfléchir, est-ce qu'on coupe les pieds là, maintenant, en fait. Il faut qu'on donne notre accord, il faut décider en 3 heures. J'étais pas prête, en fait. On n'est jamais prêt pour ça. C'est ce que je t'avais dit une fois, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, il y en a qui osent même pas poser la question, mais je le sais. Mais qu'est-ce qu'on ressent, en fait? Qu'est-ce qu'on ressent quand on te dit il va falloir qu'on te coupe les pieds et les mains? Eh ben c'est facile, on ressent exactement ce qu'on ressent quand on s'imagine ça. Cette espèce d'horreur, quoi, cette espèce de truc. Mais mon Dieu, mais en fait c'est même l'émotion est là quand même parce que c'est presque impossible à imaginer. Ouais, j'imagine. Je ne peux que l'imaginer. C'est imaginer l'impossible, imaginer l'inconcevable en fait. Comme tu dis, je n'étais pas prête. Mais est-ce qu'on doit être prêt ou prête à ce genre de situation? Bah non, bien sûr que non. Voilà, c'est ça. Je me dis mais en fait je serai jamais prête. Et je me suis dit en fait je viens déjà d'échapper à la mort. Hein, je suis quand même en vie. Sans le vouloir, pour le coup. J'avais aucun contrôle sur ça. Là, j'ai une décision à prendre. Et on est en train de me dire que potentiellement, je peux encore prendre le risque de faire vivre à ma famille, et je pensais surtout à mes enfants, la peur de perdre leur mère, quoi. Donc, je me suis dit, bah non, je vais pas faire ça, je vais pas prendre ce risque. Donc, cette décision, en tout cas pour les pieds, je l'ai prise pour mes enfants. Je me suis dit, je prends pas de risque, en fait. C'était plutôt un non-choix, tu vois, que vraiment un choix. Un choix par défaut. Voilà. Pas un non-choix, mais un choix par défaut. Ouais, le déclic, ça a vraiment été de penser à tes enfants, de pas prendre ce risque de remettre, j'ai envie de dire, ta vie en danger. Et si c'était un chemin qui pouvait te permettre d'être encore là, de vivre, alors après, dans quelles conditions, comment, bien sûr, j'imagine qu'on n'y pense pas, mais comme tu le disais, on vit et on ressent dans ces moments-là exactement ce qu'on ressent et ce qu'on vit quand potentiellement on se l'imagine. Et encore, il n'y a encore rien d'acté là au moment où on en est dans le récit de ton histoire, parce qu'une fois cette opération faite, cette opération des pieds puis des mains, eh ben, comment tu le vis? Est-ce que c'est là que vient la prise de conscience? Quelles sont les émotions, les pensées que tu as pu avoir? À nouveau, on est d'accord, c'est bien ton témoignage. Hein. L'idée, c'est de montrer ce que toi, Lucie, tu as pu vivre sans projeter de généralité, bien entendu. En fait, il y a quand même quelque chose qui s'est mis en place à ce moment-là, quand j'ai repris complètement mes esprits et quand on a validé les dates et voilà, au fur et à mesure, il y avait un grand calme qui s'installait à l'intérieur de moi. Avant les amputations, c'est comme si quelque chose te dit, tu sais, s'il y a un moment dans ta vie où tu dois rester calme, c'est maintenant. S'il y a un moment dans ta vie où mets-toi en mode robot, c'est là. C'est pas le moment il y a quand même quelque chose qui s'est installé, tu vois, et c'est très bien, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a aidée parce que, enfin, c'est déjà suffisamment horrible. Si en plus tu t'accroches au lit de désespoir pour pas y aller, c'est quand même compliqué. Et voilà, ça, je pense que ça m'a tenue. Après, l'amputation, donc d'abord des pieds et ensuite des mains. Alors les pieds, ça a été la plus dure parce que c'était la première. Et puis elle a été difficile aussi parce qu'au réveil, on avait eu la délicatesse de mettre le drap au-dessus du pied de lit pour pas que je voie à mon réveil la nouvelle longueur de mes jambes. J'ai été amputée en dessous le genou, à peu près 15 cm, 20 cm en dessous le genou. Et à un moment, donc, où je me suis dit, bon, j'attends mon conjoint le lendemain pour regarder avec lui parce que je voulais pas, en fait, regarder sous le drap. Et puis, en fait, j'ai été obligée de faire face à la situation malgré tout parce que il y a des infirmières qui sont arrivées, tu sais, avec le petit verre d'eau, la petite compote après l'opération, voilà. Et elles m'ont dit, ah, mais vous êtes tout avachie dans le lit, on va vous relever pour manger, ce sera mieux. Je dis, ok. Elles me relèvent. Mais en me relevant, forcément, ça a fait bouger mes membres. Et là, j'ai senti. Que, bon, ok. C'est donc ça. On sent l'émotion. Et donc après, on ressent, voilà, c'était, ça n'a pas été un choc physique, ça a été un choc sensoriel. Voilà. Donc après, j'ai dit bon, allez, c'est parti. J'ai soulevé le drap et puis voilà. Ça,
ça restera un des moments les plus forts de mon existence parce que on peut pas, c'est très difficile à imaginer. Ouais. C'est la Ouais. confrontation à la réalité, en fait. On peut jamais totalement accepter ce genre de situation. Quand on Ouais. parle d'acceptation dans le deuil, je vais réemprunter la phrase partagée par une collègue, Sandrine Lotz, sur les apéros de la mort et que l'on doit à une participante à justement un apéro. Elle parlait de consentir au réel. Et cette phrase, elle m'a beaucoup parlé hier et je trouve qu'elle fait un bel écho à ton témoignage. Tu me diras si elle résonne en toi. Mais je pense qu'on ne peut jamais totalement accepter ce genre de situation. Par contre, on peut consentir à se dire que c'est une nouvelle réalité. C'est comme s'il y avait une nouvelle donne des cartes. Et aujourd'hui, les cartes, elles sont celles-ci. Voilà. Voici les nouvelles règles et voici comment je dois avancer. Voilà ce qui est proposé, en fait. Ouais, exactement. Voilà ce qui est proposé. Mais ça veut pas dire que je suis OK, en totale acceptation avec l'événement, que je trouve le chemin super. Non, loin de là, mais vraiment loin de là. Le chemin est celui-là. Pas du tout. C'est ça. Et je me souviens que quand on en a parlé en off, tu disais que tu prenais pas ça comme une punition. Et c'est vrai que tous ces changements physiques, si je peux me permettre de le dire comme ça, ils se sont pas juste arrêtés à des changements physiques au niveau de ton corps et au niveau sensoriel. Comme tu l'as très justement exprimé, il y a eu tout un cheminement mental et je vais rajouter aussi spirituel. Et encore pour l'instant, on n'a même pas parlé du quotidien et tu n'as même pas encore vu ce qu'allait être réellement le quotidien. Là, c'en est vraiment aux prémices. C'est finalement vraiment les premières sensations pour toi, en fait. Et justement, tout à l'heure, tu disais c'était depuis 1 an ou depuis 4 ans au début de ton témoignage, donc depuis le Covid. C'est vrai que tu avais eu tout un cheminement, notamment donc spirituel, qui t'a permis d'élargir ta vision des choses, du monde, de toi, et qui a participé au fait de te relever et de te reconstruire. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu cet avant-après au niveau spirituel, mental, en termes de philosophie de vie, de la Lucie avant et après l'amputation ? Ouais. Avant ça, juste pour revenir sur cette phrase consentir au réel, alors oui, ça résonne beaucoup. Après, je pense qu'il y a une notion de timing et de bienveillance. C'est-à-dire que, mais c'est un peu comme tout finalement, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. C'est un peu un des grands moments spirituels du moment. Il faut accueillir, il faut accepter ce qui se présente. Oui, ça c'est pas remis en question. Maintenant, il y a des moments où c'est trop dur en fait. Il y a des moments où on n'y arrive pas. Et puis, il y a des moments où, ça fait la transition avec ta question. Il y a des moments où il est vraiment hyper nécessaire d'être bienveillant avec soi-même et de s'autoriser à pas y arriver, à l'accepter, cette foutue situation. À accepter la colère qu'on peut ressentir parce que, au début, moi, je pense que j'étais en état de sidération totale. Parce qu'après les pieds, 10 jours après, j'ai dû me faire amputer des mains avec le même timing, c'était même plus court, c'était 24 heures. Mais bon, on va dire que j'étais parée, j'étais déjà dans mon mode robot, donc je m'étais coupée un peu de mes émotions. Mais une fois passé ça, il y a bien sûr que j'ai eu des moments de colère, bien sûr que j'ai eu des moments où je disais à mon conjoint, mais pourquoi je me suis réveillée, quoi ? J'aurais préféré pas me réveiller, mais j'ai dit des horreurs. Je me rappelle pas forcément, mais j'ai dit, j'aimerais bien tous vous voir avec les pieds et les mains coupés. Enfin, à un moment, il faut que cette espèce de rage qui est légitime, qui est là, il faut qu'elle sorte. Ouais, il y a des choses qui doivent s'exprimer. Voilà, ça doit sortir. Les mots ne sont parfois pas les bons, les mots dépassent parfois la pensée. Exactement. Et puis, toi, tu étais aussi immobile dans ta situation. C'est-à-dire que c'est pas juste je suis en colère, je peux taper dans un coussin et je peux en faire quelque chose physiquement. Non, toi, tu avais cette colère qui était là et qui, en plus de ça, ne pouvait s'exprimer que par la voix, que par les pensées et non par le corps. Et je pense que c'est important aussi à repréciser. Ouais, mais ça, c'est avec le recul, évidemment. Sur le coup, je râlais de rien pouvoir faire. Avec le recul, je pense que cette immobilité forcée, c'est un des éléments qui m'a apporté le plus, parce que tu es dans ton corps, tu es dans le silence, la vie t'a terrassé, et en fait, c'est presque là que sont arrivées certaines idées, certaines réflexions,
C'est-à-dire, mais... Est-ce que tu parlerais d'apprentissage à ce moment-là ? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Des apprentissages, c'est-à-dire que déjà, ça a commencé par des choses assez simples, dans le sens où je me suis dit, mais bon, j'étais en colère. Pourquoi ? Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi moi ? Et avec une sorte de culpabilité, quelque part. Et je me suis dit, attends, là, je suis pas la meilleure personne sur cette terre, mais je suis pas la pire. Et donc c'est pas une punition. Donc c'est pas une punition de la vie, parce que si c'était une punition, il y a beaucoup de gens à qui il arriverait des horreurs comme ça. Donc je me suis dit non. Déjà c'est pas une punition. Mais ça a été très rapide cet apprentissage-là, et deux, tu sais, cette petite voix dans la tête là qui dit un peu, enfin pardon, mais qui dit un peu de la merde tout le temps, quoi. Qui juge les autres, mais surtout qui nous juge nous. Tu vas pas y arriver. De toute façon, si t'arrives ça, c'est que t'as créé quelque chose, etc., etc. Et là, ah ouais, on est clairement notre pire ennemi. Ah ouais, elle est assassine, hein, cette. Mais bon, ça a été quand même quelque chose de, tu vois, si on appelle l'estime de soi, si on appelle ça l'estime de soi sur le ranking estime de soi, bon, on sait que quand on se sent parfois inférieur, c'est que forcément on se sent parfois supérieur. C'est juste un curseur, mais c'est la même énergie. Quand on est comme je suis aujourd'hui, c'est difficile de se sentir supérieur. Je sais que ça n'a aucune raison et que je suis une fervente croyante que le mot invalide est un gros mot. Moi, je me sens invalide de rien du tout. Mais il y a quand même, on en prend un coup quand même. Tu vois, c'est quand même compliqué au niveau du corps, etc. Ça a des répercussions qui te ramènent à un niveau d'humilité certain, quoi. Enfin, en tout cas, ça a été mon expérience. Donc, j'étais orgueilleuse avant, mais bon, forcément, j'avais ça en moi aussi. Et puis, je me sentais aussi parfois beaucoup inférieure aux autres, quoi. Je me sentais pas à la hauteur, j'avais pas confiance en moi. Et donc là, cette petite voix là aussi qui disait tout ça. Là, il y a quelque chose en moi qui a dit non, là, c'est bon. Là, ça suffit. Déjà, avec ce que tu vis, en fait, j'ai senti la force que j'avais en fait, c'est comme si dans ce silence, dans cette solitude et dans cette immobilité, j'ai pu quelque part me détacher des gros axes égotiques qui avant me pourrissaient la vie. Alors j'en ai encore plein qui me pourrissent la vie, on est bien d'accord, mais je veux dire, aujourd'hui, la bienveillance envers moi-même, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'étais en permanence en train de me fuir parce que j'avais peur de me rencontrer moi-même. Je passais mon temps à m'occuper des autres. Donc sous couvert d'altruisme, j'étais en train d'aller là, de m'occuper de tout le monde. Et là, j'ai dû apprendre à m'occuper de moi, j'ai dû apprendre à être fière de moi. Je ne savais pas ça. J'ai dû apprendre à ne pas me juger quand j'arrivais pas à faire un truc. Parce qu'il y a plein de choses que j'arrive pas, il y a plein d'échecs. Toute la journée, j'ai des échecs, je fais tomber des trucs, je casse des trucs, je me maquille, je me fous un coup de mascara sur le côté de la joue. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, donc j'ai rapidement compris, là, si tu continues, si tu laisses cette petite voix diriger ta vie, c'est là que tu vas mourir, en fait. C'est une mort quand même. Donc, la bienveillance envers moi-même, c'est quelque chose qui est très nouveau, mais qui a été salvateur. Et puis, j'osais pas laisser les autres s'occuper de moi. J'osais pas demander de l'aide. Mais je me suis retrouvée dans une situation où j'avais pas le choix. Donc, en fait, tu vois, ça a bougé tellement de choses. C'est ça, et on le ressent vraiment à travers ton témoignage, c'est que cette bienveillance, ce n'est qu'un mot qui pourrait se dessiner, se décliner en plein de petites ou grandes sous-catégories. Ce que je ressens, c'est vraiment l'importance de ne pas résister. Tu le disais en partageant là à l'instant, j'ai dû accueillir les choses, d'autant plus avec cette immobilité. Si je reprends le choc sensoriel, comme tu l'as dit, quand il y a eu ce drap, il faut voir, il faut regarder. Si ça résonne pas, tu m'arrêtes, mais il y a un peu ce côté... dans tous les cas, c'est là. Donc, je n'accepte pas. J'ai besoin d'un temps pour consentir au réel, mais il va bien falloir que je regarde la réalité telle qu'elle est. Tu as eu des idées sombres, des mots qui ont été durs, etc., comme tu l'as aussi exprimé, mais c'est réussir à trouver le bon équilibre, le sien et donc le tien,
ton propre timing où chaque minute, chaque heure, chaque journée est différente et nous fait expérimenter des choses nouvelles qui nous montrent qu'en fait, on contrôle pas tout. D'où cette notion aussi de ne pas résister et de lâcher prise, même si ça devient un terme galvaudé. Et souvent, on contrôle pas grand-chose à part la manière dont on voit les choses. D'autant plus, je l'imagine, je peux pas le vivre, mais uniquement l'imaginer, quand on est immobilisé et qu'on fait face à autant de morts symboliques et physiques avec tes membres. Dans l'histoire qui est la tienne, il y a aussi le fait de s'autoriser à aller mal, justement, comme tu l'exprimais si justement. Ouais, et ça, c'est... Je pense qu'il y a quelques années, je sais pas, peut-être 20 ans, j'en sais rien, on était là, allez, il faut dire les souffrances, parce que ça fait du bien, tu sais, enfin, le truc... tout le monde allait voir un psy à l'époque. Enfin bref, c'est l'impression que j'ai. Hein. C'est peut-être pas un bon constat, mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Donc, on s'est mis à dire. Après, on a basculé dans totalement l'inverse. C'est-à-dire, non, le positivisme à fond, faut être fort, faut être positif, penser positive, etc. Et pour moi, l'un et l'autre sont des écueils. C'est-à-dire que on est toujours dans l'idée que aucune polarité n'amène l'équilibre en fait. Bien sûr, c'est la définition même de polarité. Alors je te rejoins tout à fait là-dessus. Voilà, donc c'est je suis tombée dans tellement d'émotions, dans tellement d'extrêmes. Je me suis rendu compte que le moment où je me laissais descendre, quoi. Alors oui, bien sûr, sincèrement, tu vas voir tous les gens autour de moi, tout mon entourage vont dire oh, Lucie, elle est forte. Les gens qui regardent les vidéos que j'ai pu faire, oh là là, mais t'as une résilience incroyable, t'as un courage incroyable. Et puis les gens te voient un peu comme une victime de la vie, tu vois. Donc en fait, la tentation, et je suis totalement tombée dedans à des moments, hein, c'est clair, la tentation, c'est de te croire victime, parce que c'est facile comme position, ça. Hein, t'es victime de la vie, t'as pas de chance, et puis t'es courageuse, t'es formidable, etc. Et ça, je pense pas qu'on peut avancer avec ça. Et donc à un moment, je me suis dit non, je suis pas une victime, mais j'ai besoin par contre parfois de pas être forte. J'ai besoin de pas être forte en fait. J'ai besoin parfois de me foutre sous la couette et de chialer et de pas de dire que c'est injuste parce que je ne le crois pas de dire que j'ai pas de chance parce que je ne le crois pas. Je le ressens pas comme ça, j'y peux rien, c'est comme ça. Je me sens vraiment accompagnée par quelque chose dans cette expérience, mais pour autant, parfois j'ai besoin de tomber dans quelque chose de très profond, de très difficile, parce que c'est là que je peux toucher le fond et avoir l'élan pour rebondir en fait. Et je pense que quand on est sans arrêt en train de se dire allez, il faut positiver, il faut y aller, on est en train de foutre des couvercles, on est en train de foutre des casseroles sous les fuites d'eau, parce qu'on n'a pas envie de les voir. Et maintenant, il y a plein de courants spirituels qui parlent de ça. Et je pense que là, on commence à arriver dans quelque chose d'assez juste maintenant. En tout cas, c'est l'expérience que j'en fais. Ouais, bien sûr. Et je te remercie de le préciser encore une fois. C'est important, ce côté personnel. Et s'autoriser à aller mal, ça en fait partie. Dans ce que tu disais, tes proches vont te dire « Lucie est courageuse, elle est forte, etc. » Mais il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on voit, ce qu'on montre, la partie émergée de l'iceberg, et tout ce qu'on ne voit pas, tout un cheminement personnel aussi derrière, toutes ces choses qu'on ne dit pas et qu'on vit intérieurement. Ça fait écho au fait de ne pas toujours se fier aux apparences physiques ou mentales, psychologiques, verbales, et de ce que les autres nous laissent voir, de ce que les autres nous montrent. Et on ressent un aspect de grignotage de l'ego. Je ressens que ça t'a vraiment, ce n'est pas tant une notion d'évolution, parce que je pense que le mot, il serait pas juste. Dépouillement. Comment tu as dit ? Un dépouillement. Exactement, un dépouillement, c'est très juste, parce qu'il y a des choses que tu as perdues, mais qui t'ont fait gagner, avec des grands guillemets, bien entendu, mais qui t'ont fait gagner autre chose. Et dans ces autres choses, je mettrai tous ces apprentissages et tous les messages, entre autres, que tu nous partages là. Il y en a un que tu as cité tout à l'heure et sur lequel je n'ai pas encore pris le temps de rebondir, et ça va nous faire le lien avec la suite, c'est cette notion d'échec. Tu disais, je casse des trucs tous les jours, je fais tomber des choses, je me mets le mascara à côté quand je veux me maquiller, et je trouve ça à la fois très dur et très beau, parce qu'il s'agit vraiment de remanier son rapport à l'échec. Et je viens de parler d'apprentissage, c'est voir à quel point on reste et on sera
toujours des apprenants. Et justement, j'ai envie de te poser la question, même si ta réponse et la liste ne seront pas exhaustives, mais quels sont les deuils que tu as identifiés depuis ces amputations ? Qu'est-ce qui a changé pour toi ? Qu'est-ce que tu dois faire autrement ? Ou alors, je pourrais aussi poser ma question à l'inverse. Quelles sont les choses que tu peux encore faire finalement comme avant ? Bah oui, parce que c'est plus rapide de le dire comme ça. C'est pour ça souvent je le dis comme ça. Qu'est-ce que je peux faire comme avant sans rien changer ? Penser, parler, respirer, dormir. Ça je fais comme avant. Tout le reste, manger, s'habiller, aller aux toilettes, prendre sa douche. Non, il y a rien. Et encore, j'ai dit penser, mais même penser, c'est une erreur. Je fais pas comme avant. Mais non, il y a rien. Il y a rien. C'est un. Mais ça se fait en fait. C'est. Je vais juste pour. En fait, je trouve que je suis quand même gâtée quoi. D'un certain point de vue, on est d'accord, mais je suis quand même gâtée parce que c'est pour ça que je dis que je me sens accompagnée. Et quand je le dis, ça m'émeut parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il y a des scènes de vie, d'ailleurs une des scènes que je t'avais racontée, c'était par rapport à cette espèce de ventouse, la gaine là, qu'on roule jusqu'en haut de la jambe et qui maintient la prothèse. Bon, j'ai plus ce système-là aujourd'hui, mais au début c'est le système que j'avais. Donc c'est comme un collant quoi, peut-être 1 mètre de long, tu mets ta jambe dans la prothèse, puis après tu déroules la gaine et hop, elle est étanche avec ta jambe et c'est comme ça que ta jambe tient bien dedans. Et un jour, on est à la maison avec mon conjoint et pour la première fois, il part travailler. Donc c'est la première fois qu'il me laisse seule à la maison, dans l'appartement, et il part travailler. Et moi, je suis au téléphone avec une amie, je fais n'importe quoi, je commence à bouger ma jambe n'importe comment, je parle, je suis assise, mais je bouge ma jambe n'importe comment en parlant et la prothèse s'en va. Ma jambe sort de la prothèse. Là, je me dis, putain, c'est pas vrai. C'est pas possible parce qu'en fait moi je peux pas la mettre seule en fait, il faut des doigts pour ça, tu vois, je vois bien quand les gens font, j'avais pas essayé parce que je voyais bien en fait que quand ils la remontent, ils mettent les doigts pour enlever les bulles d'air, ils font comme un boudin, ils roulent puis après ils déroulent, mais moi avec mes bras je peux pas faire ça. Donc j'avais jamais essayé, je croyais que c'était impossible, c'était une évidence que c'était impossible, mais il est parti et là je suis toute seule. Et il va revenir dans 4 heures. Je vais quand même pas rester 4 heures sur le lit, quoi. Enfin. Et donc, je râle, forcément. Hein, je râle, je me mets en colère, je suis en colère contre la vie. Ouais, c'est pas juste, nanana, je peux même pas avoir une après-midi tranquille, etc. Une fois que j'ai fini de râler, une fois que j'ai laissé passer l'orage en moi, en fait, il y a une petite voix à l'intérieur qui dit, mais et si t'essayais pour voir ? Juste si t'essayais, en fait. Et donc, je me dis, bon, je me mets à essayer. Mais ça, je te raconte ça pour ça, mais ça, j'ai eu ce cas des trentaines de fois depuis le début. Ouais, j'imagine que tu dois avoir des dizaines et des dizaines d'exemples du style. Innombrable. Comment je réapprends à faire autrement et à me dépasser, à y croire, malgré que ça paraît impossible de base. Voilà. Mais c'est même pas de faire autrement, parce que ça, je sais qu'il faut faire autrement, mais c'est à quel point la vie te montre que toutes les limites visuelles qu'elle met sur ta route, qu'elles soient petites ou grandes, elles sont faites ce sont des mirages en fait. C'est-à-dire qu'elles sont faites pour que tu te mettes en mouvement dans des directions que tu n'aurais jamais prises seule. Et donc je commence à essayer de remonter le truc. Bon, c'était pas parfait, j'ai peut-être mis 20 minutes à le faire, c'était long, c'était pas bien mis. Mais ça suffisait pour que la jambe tienne suffisamment dans la prothèse pour que je puisse marcher dans l'appartement. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, la vie m'a envoyé cette expérience pour que je transcende en fait ça et que je me rends compte que c'était possible. Et là, à ce moment-là, dans ma tête, il y a eu un déclic. J'appelle ça les claques de Dieu parce que ça me fait rire de dire ça. Je suis pas chrétienne, mais j'appelle ça les claques de Dieu parce que ça me fait rire. Tu sais, tu vis une situation puis d'un coup, c'est comme s'il y avait vraiment un truc de l'ampoule quoi qui s'allume au-dessus de ta tête. Un éclair de génie. Ouais, t'as une compréhension où je me suis dit, mais en fait, ça c'est vrai pour l'expérience tout entière en fait. C'est ça qu'il fallait que je comprenne dans cette scène-là. C'était pas que j'étais capable, seulement que j'étais capable de remettre une gaine sur une prothèse. Ce qu'il fallait que je comprenne, c'est que tout ce qui est en train de m'arriver en ce moment, qui en apparence est dramatique, est là pour me mettre sur une voie, pour m'aider dans
comment dire, dans mon dépouillement justement, pour m'aider à comprendre certaines choses, m'aider à prendre confiance en moi, m'apprendre à être bienveillante avec moi, pour faire taire cette voix dans la tête qui est assassine, et et tu vois, aujourd'hui, pour partager mon expérience, par exemple. En fait, c'est des chemins, mais jamais je serais devenue cette personne-là s'il m'était pas arrivé ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, il y a ce genre d'apprentissage, enfin, il y a plein d'autres scènes que je pourrais raconter, mais on manquerait de temps pour le faire. Mais j'ai vraiment pu, avec cet immobilisme forcé, ce silence, regarder la vie en fait, et regarder tout ce qui m'était proposé. Avant, je le voyais pas. Je le voyais pas comme des propositions, je le voyais comme des galères. Je voyais ça. Enfin. Ouais, ça t'a appris à voir autrement. Oui, à tout voir autrement. Ça me fait écho à... Entre les moments difficiles, on est d'accord, hein, c'est pas cuicui les petits oiseaux, comme diraient certains. Non. On est d'accord. Ça me fait écho au partage de Cindy dans l'épisode 6 sur le podcast Oli et Tanato, qui momentanément, pendant plusieurs mois, a vécu une cécité et est devenue aveugle. Et justement, elle avait eu, même si ça avait été temporaire, le fait d'être devenue aveugle, ça lui avait ouvert les yeux sur la vie. Et c'est ce que je ressens aussi d'une certaine manière à travers ton témoignage. Les changements, ils sont physiques, ils sont au niveau de ton corps, mais tu me corriges encore une fois si ça résonne pas. J'ai le sentiment, à travers tes mots, que les changements les plus importants, ils sont dans ton cœur, dans ta tête, qui sont dans l'être, vraiment dans l'être, plus que dans le corps et plus que dans la matière. Ils sont vraiment dans l'être, et ensuite, bien sûr, ça déclenche des changements, des prises de conscience, des évolutions dans le faire et dans la matière, mais tout part à la base de l'être. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne dans ce sens pour toi ? Ah oui, totalement. Moi, j'ai l'impression et je le dis souvent, je suis un bébé dans le handicap. Cette expérience, elle est extrêmement récente, ça fait pas encore un an. Maintenant, alors, je vis encore des moments difficiles, évidemment. Évidemment, il n'y a pas plus tard qu'hier, par exemple. Hier, c'était très dur. C'est pas que le handicap est dur, c'est pas que ce qui m'arrive est dur, c'est que j'ai une bande passante émotionnelle qui est limitée maintenant. Et donc, pour tous les autres bobos de la vie, j'ai beaucoup moins de place pour tout ça. Donc, les problèmes relationnels avec les gens ou quoi que ce soit, ou les inquiétudes pour l'école, pour ton enfant, voilà, ça m'impacte énormément parce que je suis pleinement concentrée sur ce que je vis, et donc mais bon, plus ça va avec le temps, plus je vois qu'il y a un recul qui est pris, et plus ça va en fait. Donc, et encore une fois, je me serais mis des baffes il y a 4-5 ans si je m'étais entendu dire ça. Je me sens guidée, je me sens accompagnée. Je ne sais pas par quoi, et c'est pas important pour moi de savoir. Mais la force qui me tient debout, c'est l'impression que c'est pas la mienne. Et pour revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, qui est important, tu disais il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on montre et il y a ce qu'on voit. Moi, en ce qui me concerne, dès que je suis en contact avec des gens, je vais bien, ça va en fait. Même quand c'est pour parler de ça, ça va. Maintenant, j'ai aucun mal à me foutre à pleurer en pleine interview, tu vois, par exemple. Je pense que la vulnérabilité, il faut la montrer. Et donc, je me rapproche de moi-même en étant ça. Donc, en fait, cette expérience me permet de revenir. J'ai l'impression de me rapprocher de ce que je suis vraiment, en fait. Ouais, et on le ressent, je trouve, tout au long de ton témoignage, ces notions de dépouillement et d'apprentissage. Et même les partages que j'ai pu avoir avec toi en off, de l'extérieur, moi qui ne l'ai pas vécu, on pourrait se dire « Ah là là, mais c'est horrible comme expérience ». Et bien sûr, je n'enlève pas le côté horrible. Tous les deuils de la mobilité, comme tu l'as dit, que de ce que tu peux faire uniquement comme avant, c'est extrêmement limité. Ce qui prend plus de place, c'est ce que tu ne peux plus faire comme avant. Je pourrais même rajouter tout ce que tu ne pourras jamais faire et refaire. Je me souviens que tu m'avais donné l'exemple avec cette sensation des pieds dans le sable, le fait de masser tes enfants ou encore de danser. Des pieds dans l'herbe, là, tu vois, je vois le gazon, là, bon, c'est pas grave, je peux mettre les jambes dans l'herbe, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a t'y penses pas, mais il y a des petites choses où, tu vois, j'adorais quand j'étais petite manger, et je le refais de temps en temps, je le refaisais avec mes enfants de temps en temps, manger la viande avec les mains. Tu vois, c'est croquer dedans, ou oui, marcher dans l'herbe quand au printemps elle est encore très douce et très très. Enfin, oui, bien sûr, il y a des choses. Oui, ça aussi, je pourrais plus le faire. Et il y en a plein, et puis il y en a encore plein qui se profilent.
Ouais, j'imagine qu'il y en aura sûrement d'autres dont tu n'as peut-être pas parlé aujourd'hui, dont tu n'as peut-être pas connaissance maintenant, que tu n'as peut-être pas encore conscientisé ou tout simplement pas encore expérimenté. Mais en tout cas, ce que je trouve beau, porteur d'espoir et encourageant dans cet épisode, dans ton partage, dans tes mots, c'est d'apprendre au fur et à mesure du chemin, d'apprendre à faire autrement, d'apprendre à vivre autrement, d'apprendre à penser autrement, d'apprendre à voir autrement, et que finalement, si tu n'avais pas eu cette expérience, et finalement, la Lucie d'aujourd'hui ne serait pas celle que j'ai en face de moi là maintenant. Peut-être que tu serais même jamais passée dans ce podcast. Et ça montre comment notre histoire nous crée, oui, avec ses aspects positifs, mais aussi avec ses épreuves difficiles. Et ce que je trouve beau, ça fait écho à cette image du yin et du yang. Il y a toujours un point blanc sur la partie noire et un point noir sur la partie blanche. Ça rappelle l'un et l'autre. Et oui, il y a du blanc dans le noir et du noir dans le blanc, du positif dans le négatif et du négatif dans le positif. Malgré le fait que de prime abord, ou même parfois pas que de prime abord, mais au fur et à mesure du chemin, ça peut nous paraître horrible, inconcevable et insurmontable, on a le droit d'aller mal, on a le droit de péter un plomb, on a le droit de lâcher une colère, on a le droit d'avoir envie de pleurer et même de pleurer. Comme tu dis, hier, pour toi, c'était une journée qui était plus compliquée. C'est OK, en fait. C'est important de pouvoir l'accueillir, de pouvoir le conscientiser, de pouvoir le regarder. Et tout ça, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un jour, en un claquement de doigts, bien entendu, ni en 1 heure ou en 1 semaine. Et c'est vraiment, je trouve, ce que tu nous partages là, en fait. Malheureusement, on touche tout doucement à la fin de cette interview, même si voilà, j'imagine que tu aurais encore énormément de choses à dire et que... Il y aurait besoin de trop de temps pour ça. Mais bon. J'imagine, et j'espère que tu auras l'occasion d'avoir d'autres interviews pour pouvoir ajouter d'autres informations que tu n'aurais pas mentionnées ici, ou même tout simplement la suite de ta vie, de tes expériences, de tes découvertes, de tes coups de mou et de tes coups de joie. Tu nous as partagé énormément de choses. Est-ce qu'il y a un mot, un message, une ressource, un partage, quelque chose que tu aimerais soit peut-être rajouter qu'on n'aurait pas encore mentionné, ou alors quelque chose sur lequel tu aimerais insister parce que c'est important pour toi? Par rapport à ce que tu disais, puis ça conclut bien, en tout cas pour moi, parce que c'est vraiment ma démarche de pensée du moment. Je dis bien du moment parce que nos avis sur la vie, tous les 5 ans, tous les 10 ans, ils changent. Donc qu'est-ce que je dirais dans 10 ans, j'en sais rien. Mais en ce moment, et puis avec cette expérience-là, ce que je ressens vraiment très fort, c'est, tu disais, je suis pas la même Lucie qu'avant. Après, heureusement, il n'y a pas besoin de ce genre d'expérience pour évoluer ou se dépouiller, en tout cas. Personne n'est la même personne d'une année sur l'autre. Tout le monde bouge. Maintenant, moi, je me dis que... D'une heure à l'autre même. Comment ? Je dis d'une heure à l'autre, on n'est pas la même personne. D'une minute à l'autre, on n'est pas la même personne. C'est cette notion d'impermanence. Et puis, c'est compliqué de dire je suis telle personne, je suis comme ça, mais est-ce qu'on sait vraiment, quoi ? Est-ce qu'on n'est pas juste quelque chose est-ce que justement, peut-être, on ne sait pas vraiment ce qu'on est, mais on sait juste qu'on est quelque chose qui doit traverser la vie. Ça, on peut dire qu'on en est sûr. Mais est-ce qu'on est sûr de ce qu'on est ? Je pense que le débat, il serait compliqué à avoir. En tout cas, moi, ce que je me disais, c'était... Parce que je me disais, et puis j'ai fait quelques lectures récemment qui disaient ça très très bien et qui disaient ça beaucoup mieux que moi, notamment des livres de Grégory Mutombo que j'adore. En fait, voilà, bon, quelle que soit la raison pour laquelle cette chose m'est arrivée, ça m'est arrivé. Voilà, c'est là, ça c'est le premier constat. Donc il y a cette notion d'accueil en effet, et puis il y a cette notion de est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'on peut faire le tri en fait dans ce qui nous est envoyé par la vie finalement ? Est-ce qu'on peut dire ah ben ça c'est une bénédiction, ça m'arrange, donc c'est Dieu ou la vie ou l'univers ou je sais pas quoi qui a voulu ça, qui m'a envoyé ça. Et puis dès que c'est un peu dark, dès que ça nous fait un peu chier en fait, ah ben là c'est plus Dieu, là c'est le voisin qui est con, c'est ta mère qui te saoule, c'est ton conjoint qui est pas assez comme ci, pas assez comme ça. Et là, j'ai l'impression en ce moment, en fait, avec l'expérience que je vis, mais aussi l'expérience de la vie quotidienne, parce que cette expérience bouge aussi beaucoup de relations personnelles. Je me rends compte que, à partir du moment, en fait, à partir de la position qu'on prend, que tout, absolument tout, sans aucune exception, nous est envoyé pour nous faire grandir,
ou nous dépouiller, là, le travail se passe vraiment, en fait. Là, les apprentissages sont possibles. Et la scène de la gaine, c'est une scène parmi tant d'autres. J'aurais pu m'arrêter, comme j'ai beaucoup fait dans le passé, à me dire, elle me saoule cette gaine, et puis quand mon conjoint rentre, tu sais pas ce qui m'est arrivé, c'était chiant. Non. En fait, chaque contrainte, chaque expérience, grande, petite, chaque chose, c'est très violent à dire, et c'est très violent à entendre. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses absolument horribles. Mais si juste on s'ouvrait un petit peu à la possibilité qu'il y ait quelque chose derrière tout ça, de la même manière que quand un parent regarde son enfant marcher et que l'enfant tombe, et que le parent le regarde avec amour, mais ne va pas le relever, parce qu'il doit apprendre. Est-ce que la vie, ce serait pas un peu ça aussi? Et je me parle à moi-même aussi quand je dis ça. Attention, j'ai pas. Ce sont des ressentis. Des lectures et des constatations, en tout cas, depuis que j'ai commencé à prendre ce postulat. C'est pour ça que je peux pas laisser les gens me voir comme une victime. C'est pour ça que j'ai du mal à voir les autres comme des victimes dans ce qu'ils vivent aussi. Alors ça peut paraître très très dur, mais je pense qu'on aurait tout à gagner, en tout cas à commencer à aller voir un petit peu de ce côté-là, plutôt que d'aller chercher en permanence ce qui est fautif dans ce qu'on ressent, dans nos sentiments. Et en tout cas, moi, ça a été le plus grand apprentissage quand je me suis départie de l'idée que j'étais punie par la vie avec ce qui m'arrive et que j'étais une victime. Je pense que ça fait pas avancer. Donc, voilà, c'est ce que je terminerai là-dessus, si tu me le permets. Bien sûr, je te remercie infiniment pour cette conclusion et ce partage que je trouve très philosophique et qui permet finalement à chacun aussi de pouvoir réfléchir à ce qui lui arrive, au regard qu'on pose sur les événements et aussi à quitter ce côté binaire, bien ou mal, noir ou blanc. C'est aussi remettre plus de perspective dans les possibilités et comme tu l'as énoncé, ce qu'on vit peut être fait pour nous aider à voir, nous obliger parfois à voir et à grandir à travers des expériences qui nous paraissent horribles et difficiles. Et ce n'est pas pour autant qu'on accepte et qu'on trouve que l'expérience a été fun, super. Voilà. Non, loin de là. Ça n'enlève pas la souffrance, ça n'enlève pas le vécu, ça n'enlève pas la difficulté, ça n'enlève pas le fait d'aller mal, ça n'enlève pas la vulnérabilité. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer pendant de longues minutes cette liste. Donc voilà, exactement. Merci infiniment pour ton partage et pour cette note positive. Malgré cette situation qui est la tienne, tu arrives à poser ce nouveau regard. Alors j'ai juste envie de clôturer en disant félicitations Lucie. Merci Charlène, merci beaucoup. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.